On a tous déjà vu un éclair, hein, cette puissance brute dans le ciel. Assez incroyable. Et aujourd'hui, on est baigné dans une autre énergie, elle, invisible, qui fait circuler l'info partout, H24. Alors comment on est passé de cette fascination, un peu craintif même, pour la foudre, à notre dépendance totale au cloud, au réseau? Ah, c'est un voyage, mais absolument fascinant. Ça s'étale sur des siècles, voire des millénaires. Et les documents qu'on a là, les recherches, les articles, ils nous permettent de retracer cette double histoire. Celle de l'énergie électrique et celle de la communication, qui sont en fait hyper liées. Et notre idée, c'est un peu d'extraire la substantif moelle de tout ça, quoi. Repérer les moments clés, les idées de génie, parfois nées d'observations toutes bêtes, qui ont mené à la techno qui nous entoure. Prêt pour ce petit voyage dans le temps? Allons-y. Tout commence, comme souvent, par l'observation. Bon, nos ancêtres préhistoriques y voyaient la foudre, évidemment. Mais ils ont aussi dû découvrir, peut-être par hasard, qu'en frottant deux silex, hop, une étincelle, une première manipulation très basique d'une forme d'énergie. Une intuition, quoi. Une intuition qu'une action peut libérer un truc intense. C'est ça. Puis on fait un bond. Une des sources qu'on a situe, une observation, disons, plus scientifique au XVe siècle avec Thalès de Milet. Bon, d'habitude, on le place plutôt dans l'Antiquité grecque, mais passons. Oui, peu importe la date exacte. Il aurait remarqué qu'un bout de cuir frotté sur de la fourrure, ça attire une plume. L'électricité statique. Mais plus que le phénomène lui-même, c'est le début du questionnement. C'est quoi cette force bizarre? D'accord. Et il faut attendre au camp pour mettre un mot dessus. Le XVIIe siècle, avec un Anglais, William Gilbert, c'est lui qui propose électricité, du grec électron, l'ambre, qui a cette propriété d'attirer après frottement. Mais surtout, Gilbert, il systématise, il fait des expériences, il distingue ça de la chaleur, de la lumière, il commence à parler de polarité. Et son livre Des magnétés, en 1600, est crucial, il explore aussi les liens avec le magnétisme. C'est la méthode scientifique qui commence à s'installer sérieusement. Et au XVIIIe siècle, on essaie de dompter cette force. Avec Benjamin Franklin, j'imagine? Incontournable, son expérience du cerf-volant en 1752, elle est mythique. Il prouve que la foudre, ce truc terrifiant, c'est la même chose que les petites étincelles qu'on fait en labo. Il arrive à choper l'électricité de l'orage. Fallait oser quand même. Carrément. Et ça a marqué les esprits. Franklin s'intéressait beaucoup aux effets de l'électricité statique. Et presque en même temps, il y a une autre invention super importante, la jarre de Leerden, vers 1745-1760. En gros, c'est le premier condensateur. Un condensateur, c'est-à-dire? Pour stocker l'électricité. Exactement. Un appareil capable de stocker une bonne quantité d'électricité statique pour la relâcher d'un coup. Imagine l'impact. On pouvait enfin accumuler cette énergie invisible et provoquer des décharges contrôlées, bien plus fortes qu'avec un simple frottement. Ça a vraiment boosté les expériences. Ah oui, je vois. D'ailleurs, les démonstrations publiques de la décharge de Leerden, c'était le grand frisson scientifique de l'époque. Un vrai spectacle. On apprend à stocker et on commence aussi à faire de la lumière autrement. Oui, avec l'arc électrique vers le milieu du 18e. Une lumière très vise, continue, entre deux électrodes. Au début, c'était une curiosité, puis ça a été une des premières pistes pour l'éclairage public ou industriel. Et là, on arrive au 19e siècle. Et tout s'emballe, c'est ça, hein? Là, ça s'accélère de manière incroyable. 1800, date clé. Alessandro Volta invente la pile électrique. La pile Volta, donc là, c'est plus des décharges uniques comme la jarre de Leyden. Non, justement. Pour la première fois, on a une source de courant électrique continu. Et fiable, plus besoin de frotter comme un fou ou de décharger une jarre. On peut faire circuler l'électricité. Ça a révolutionné la science. Tout le monde s'est mis à construire des piles énormes pour voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Et on a découvert quoi alors? Des trucs fondamentaux. André-Marie Ampère, dès 1820, il pose les lois mathématiques qui lient le courant, la tension, la résistance. Bon, la fameuse loi V égale IR, même si c'est un peu plus subtil historiquement. Mais surtout, Ampère explore le lien profond entre courant et magnétisme. Un courant crée un champ magnétique et subit une force dans un champ magnétique. C'est la naissance de l'électromagnétisme. Et ça, concrètement, ça ouvre la porte à quoi? Au moteur électrique, par exemple. Si un courant peut créer une force, on peut faire tourner les trucs. C'est aussi la base pour le télégraphe électrique qui arrive juste après. Et à terme pour plein d'appareils qu'on utilise tous les jours. D'accord. Et puis arrive Michael Faraday, un autre géant.
En 1821, il fait l'inverse d'Ampère. Il découvre qu'un champ magnétique qui change peut créer un courant électrique dans un fil. C'est l'induction électromagnétique. C'est le principe même des générateurs et des transformateurs. Et en 1835, ils mettent au point le dynamo, une machine qui transforme l'énergie mécanique, faire tourner une manivelle, la force de l'eau, en électricité en continu. Ah, énorme. Donc avec Volta, on avait une source chimique de courant continu, et avec Faraday, une source mécanique. C'est exactement ça. Et c'est absolument fondamental. Le dynamo de Faraday, c'est ce qui va permettre l'électrification à grande échelle. Éclairer les villes, faire tourner les usines, alimenter les maisons. On passe de l'électricité de labo à l'électricité comme moteur de la société industrielle. Et pendant ce temps, la théorie, elle suit. Elle suit et de quelle manière? En 1861, James Maxwell réussit à unifier toutes ces lois de l'électricité et du magnétisme en un seul jeu d'équations, super élégante en plus. C'est un des plus grands coups de génie de la physique. Et ces équations, elles prédisent un truc de fou, l'existence d'ondes électromagnétiques qui voyagent à la vitesse de la lumière. Des ondes invisibles, genre les ondes radio. Exactement. Maxwell les prédit sur le papier des dizaines d'années avant qu'on sache les créer et les capter. C'est magnifique comme la théorie peut précéder l'expérience. Et ça, évidemment, ça ouvre la voie aux communications sans fil. Mais avant le sans-fil, il y a eu le fil, le télégraphe de Samuel Morse, 1837. Ça a dû changer le monde, ça, non? Pouvoir envoyer des messages quasi instantanément à des kilomètres. Radicalement, ça a complètement rétréci l'espace et le temps pour l'info. Les nouvelles, les ordres commerciaux, les dépêches militaires, tout circulait à une vitesse inimaginable avant. Et le code Morse, avec ses points et ses traits, c'était le premier langage numérique standardisé à grande échelle en quelque sorte. Et après le texte, la voix. Alexander Graham Bell, le téléphone, 1876. Encore une révolution, hein. Une autre dimension. Le télégraphe, c'était de la communication différée. Le téléphone, c'est l'interaction directe, la conversation en temps réel. L'impact social, commercial a été immédiat. Ça a rapproché les gens, transformé le business. On a donc l'électricité qui arrive partout, les communications qui s'accélèrent. Et puis il y a Thomas Edison. On pense souvent à l'ampoule, mais les sources insistent sur autre chose aussi. C'est d'avoir pensé système. Pas juste vendre une ampoule, mais vendre tout le package. La centrale qui produit le courant, le réseau qui l'amène chez les gens, la douille, l'interrupteur. Ah oui, l'écosystème complet. Voilà. En 1880, son installation à Philadelphie, puis à New York, c'est la démo d'un modèle complet d'électrification. C'est cette vision globale qui a vraiment lancé l'ère de l'électricité pour tous. Et puis, il a aussi inventé le phonographe, la capture du son, encore une forme de traitement de l'information. Et pour boucler ce siècle fou, Guglielmo Marconi transforme les prédictions de Maxwell en réalité. Tout à fait. Marconi y passe de la théorie des ondes électromagnétiques à la pratique. Les sources montrent bien les étapes passées, quelques mètres, puis quelques kilomètres. Et en 1901, la consécration, la première liaison radio à travers l'Atlantique. C'est le début de la communication sans fil longue distance. Essentiel pour les bateaux, l'histoire du Titanic le montrera tragiquement, pour les militaires, et bien sûr, ça mènera à la radio pour le grand public. Donc le 19e siècle a vraiment posé toutes les fondations. Produire, distribuer, utiliser l'électricité et communiquer avec ou sans fil. Qu'est-ce que le 20e siècle apporte de neuf? Il va bâtir là-dessus pour créer une autre révolution, l'informatique. Et là, une de nos sources mentionne un truc assez surprenant, attribué à Albert Einstein en 1903, Einstein. dans l'informatique. J'avoue que je ne savais pas ça. C'est ce que dit ce document en vie. Il aurait conçu une machine à différence. Faut imaginer un engin mécanique, avec des roues dentées, des leviers, capable de résoudre automatiquement certains types d'équations. Si c'est exact et tel que décrit, ce serait un précurseur fascinant des calculateurs mécaniques, bien avant l'électronique. Une idée de logique programmable dans la mécanique. C'est une info spécifique à cette source, c'est intéressant de le noter. D'accord, intéressant. Mais le vrai coup d'envoi théorique de l'informatique moderne, on est d'accord, c'est plutôt Alan Turing. Ah oui, absolument. En 1937, Turing imagine sa machine universelle. C'est un concept purement théorique, mais c'est la base de tout. Il montre qu'une machine, avec les bonnes instructions, un algorithme, pourrait en principe faire n'importe quel calcul possible. C'est l'ancêtre conceptuel de nos ordinateurs. Et cette théorie, elle devient concrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui,
Les besoins militaires, surtout pour casser les codes secrets et pour les calculs de balistique, ont été un moteur énorme. Colossus, en Angleterre à Bletchley Park en 1945, servait à déchiffrer les messages allemands. ENIAC, aux États-Unis, en 1946, était plus généraliste. C'était des monstres énormes, bourrés de milliers de tubes à vide. Des sortes d'ampoules, c'est ça? Exactement. Des ampoules qui servent d'interrupteurs électroniques. Ça chauffait énormément, ça consommait une énergie folle, ça tombait souvent en panne, mais ça prouvait que le calcul électronique était possible et incroyablement plus rapide qu'avant. Mais ce tube à vide, ça semble pas très pratique. C'est quoi la suite? La suite, c'est l'invention qui va absolument tout changer, le transistor. Développé au Bell Labs vers 1947-48, imagine remplacer cette grosse ampoule chaude et fragile par un petit bout de solide, fiable, qui consomme presque rien et qui est minuscule. Et c'est ça, la clé de la miniaturisation qui va suivre. Totalement. Le transistor, c'est pas juste un remplacement. Il ouvre la porte à une électronique beaucoup plus petite, rapide, moins chère. C'est grâce à lui qu'on a eu les radios portables, puis les calculatrices de poche, et surtout, ça a rendu possible la construction d'ordinateurs bien plus compacts et puissants, comme le TX0 en 1955. C'est aussi l'étape juste avant le circuit intégré de 1958, où on va graver plusieurs transistors sur une seule puce. Et les entreprises commencent à voir le potentiel. Oui, avec l'Univac I, en 1950. C'est le premier ordinateur vendu en série. Le Bureau du recensement américain l'achète pour gérer ses données. Des entreprises l'utilisent pour la compta, la planification. Il fonctionne avec des bandes magnétiques pour stocker l'info. C'est vraiment le début de l'informatique de gestion, du traitement de données à grande échelle. D'accord. On a donc des ordis de plus en plus petits, de plus en plus puissants. L'étape suivante, c'est de les faire parler entre eux, hein. Exactement. Et le moment fondateur, c'est 1969, ARPANET, financé par l'armée américaine. 4 universités sont connectées. La petite histoire dit que le premier message envoyé, c'était « Hello ». Il voulait taper login, mais le système a planté après 2 lettres. Ah ah, pas mal comme début. Mais l'essentiel était là. Il prouve qu'on peut échanger des données entre ordinateurs distants en découpant l'info en paquets. C'est l'ancêtre d'Internet. Des paquets. C'est quoi le principe en gros? Au lieu de créer une ligne directe et continue entre 2 ordis, comme au téléphone, on découpe le message en petits morceaux. Chaque morceau a l'adresse de destination. Ces paquets peuvent prendre des chemins différents sur le réseau et sont réassemblés à la fin. C'est beaucoup plus souple et efficace pour partager les lignes. C'est la commutation de paquets. C'est toujours comme ça que fonctionne Internet aujourd'hui. Malin. Et pendant que les réseaux se tissent, les ordis, eux, continuent de rétrécir? Grâce aux microprocesseurs. En 1973, Intel sort le 4004. Révolutionnaire. Toute l'unité centrale de calcul, le cerveau de l'ordi, tient sur une seule petite puce de silicium. Au début, c'était pour une calculatrice japonaise, mais ça va vite permettre de créer des ordis beaucoup moins chers et plus petits, les micro-ordinateurs, puis les ordinateurs personnels. Et là, l'IBM PC, en 1981, c'est un tournant majeur. Oui, parce qu'IBM, qui était le géant de l'informatique sérieuse, choisit une architecture assez ouverte avec un processeur Intel, le 8088, et un système d'exploitation de Microsoft, MS-DOS. Ça a créé un standard. D'autres boîtes ont pu faire des compatibles PC et tout un écosystème de logiciels s'est développé. L'ordi personnel sort des labos et des bureaux d'études pour entrer dans les entreprises et petit à petit chez les gens. Mais pour que tous ces ordis communiquent bien sur les réseaux qui grandissent, il fallait une sorte de langage commun, non? C'est exactement ça. Et ce langage, c'est le protocole TCP/IP. Adopté officiellement pour ARPANET en 1983, c'est l'ensemble des règles qui dit comment on découpe les données, comment on les adresse, comment on les envoie, comment on vérifie qu'elles sont bien arrivées. C'est un peu la langue universelle et le code de la route d'Internet. Sans TCP/IP, pas d'Internet global comme on le connaît, juste des réseaux séparés qui ne se parlent pas. D'accord, la fondation technique. Et par-dessus, il y a une autre couche qui va rendre tout ça beaucoup plus accessible. Le World Wide Web, inventé par Tim Berners-Lee au CERN vers 1990. Il crée le langage HTML pour faire les pages web, le concept d'adresse URL pour les trouver et le premier navigateur pour les afficher. Le truc génial, c'est l'idée des hyperliens. Pouvoir cliquer sur un mot pour sauter sur une autre page. C'est ça qui rend la navigation si facile. Et le navigateur Mosaic, juste après, a popularisé le web en intégrant facilement les images au texte. Et là, le commerce a dû voir le filon assez vite.
Ah oui. Dès 1995, on voit arriver Amazon, qui vendait des livres au début, et eBay, avec son système d'enchères entre particuliers. C'est le début du e-commerce qui va complètement chambouler le commerce traditionnel et créer un marché mondial. Ce qui nous amène au XXIe siècle, où tout semble converger et s'accélérer encore plus vite. C'est ça. L'évolution des réseaux mobiles est juste spectaculaire. La 4G, dans les années 2000-2010, a permis des débits suffisants pour regarder des vidéos HD sur son mobile, jouer en ligne. La 5G, qui est arrivée vers 2020, apporte encore plus de vitesse et surtout une latence très faible. C'est essentiel pour des trucs comme la réalité augmentée ou les voitures connectées. Et on parle déjà de la 6G, pour 2025 ou après, qui irait encore plus loin. Et toute cette connectivité, ça nourrit un autre grand phénomène, l'IoT, l'Internet des objets. Oui, l'idée de connecter non plus seulement les ordis et les téléphones, mais potentiellement tout. Les thermostats, les montres, les capteurs dans les usines, les voitures, les frigos. Tous ces objets collectent des données, peuvent être pilotés à distance, permettent d'automatiser, d'optimiser dans plein de domaines, gestion d'énergie, maintenance des machines. Et on voit une sorte de trio gagnant se dessiner vers 2020. Oui, la convergence entre l'intelligence artificielle, le cloud computing et cette connectivité très haut débit 5G, 6G. L'IA a besoin de masses de données que l'IoT fournit et d'une énorme puissance de calcul que le cloud fournit pour apprendre et tourner. Le cloud, ce sont ces énormes fermes de serveurs accessibles par Internet qui offrent puissance et stockage à la demande. Et la 5G, 6G, c'est le tuyau ultra rapide et fiable qui connecte tout ça en temps réel. Et ça change quoi concrètement cette convergence ? Potentiellement tout. L'industrie avec les usines intelligentes, la santé avec l'aide au diagnostic, la télémédecine, la finance, les transports avec les véhicules autonomes, et même notre quotidien avec les assistants vocaux, les recommandations personnalisées. Les sources parlent aussi d'une grosse transition côté énergie et mobilité dans les années qui viennent. Oui, l'électrification massive des transports, voitures électriques, batteries, bornes de recharge, couplée à la montée en puissance des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et le stockage d'énergie. Le réseau électrique lui-même devient plus intelligent, un smart grid, pour gérer ces flux qui vont dans les deux sens et qui sont intermittents. L'objectif, c'est d'aller vers une énergie et une mobilité plus durables, en s'appuyant sur toutes ces technologies connectées. C'est fou de voir comment toute cette longue histoire se retrouve finalement dans notre quotidien, si on regarde juste autour de nous. Bah oui, l'éclairage LED super efficace, le chauffage qu'on pilote avec son smartphone via un thermostat intelligent, le four micro-ondes qui utilise les ondes prédites par Maxwell, le smartphone lui-même qui jongle entre 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth. Ce sont toutes des applications directes de ces découvertes en cascade. Pareil pour la santé, avec l'électrocardiogramme qui lie l'activité électrique du cœur, ou les prothèses de plus en plus sophistiquées. Et bien sûr, les voitures électriques, plus silencieuses, moins polluantes en ville. Sans oublier le divertissement. Les consoles de jeux, le streaming vidéo, tout ça dépend à fond des réseaux et des data centers du cloud. D'ailleurs, ces data centers sont de gros consommateurs d'énergie, c'est un point important. Et puis la robotique, des usines aux drones, l'IoT qui s'infiltre partout, des capteurs dans les champs aux caméras des villes intelligentes. Ce qui nous amène aux grands enjeux actuels qui découlent de tout ça. Le premier, c'est peut-être de réaliser cette continuité incroyable. Oui, de voir comment chaque étape s'est appuyée sur la précédente. De l'étincelle du silex aux algorithmes d'IA, c'est une longue chaîne d'innovation qui s'alimente les unes les autres. Le progrès n'est pas juste linéaire, il accélère. Mais ce progrès, il soulève des défis gigantesques. Sur le plan scientifique et technologique déjà, Toujours. Comprendre encore mieux la matière et l'énergie, le quantique, les nouveaux matériaux comme le graphène, trouver des sources d'énergie vraiment propres et durables, améliorer l'efficacité énergétique de façon radicale. Et côté techno, comment on intègre ces systèmes de plus en plus complexes? Comment on assure leur fiabilité, leur sécurité face aux cyberattaques? Comment on gère l'interopérabilité entre tout ça? Comment on développe une IA qui soit responsable? Et puis, l'ordinateur quantique, c'est pour bientôt. Les défis sont énormes. Et le défi environnemental, lui, est devenu absolument central. Incontournable. Toute cette technologie consomme une énergie folle. Pour sa fabrication et pour son utilisation, il faut penser aux data centers, à la production de tous nos appareils, et ça génère une montagne de déchets électroniques très complexes à recycler. Plein de métaux rares dans l'extraction posent souvent de gros problèmes. Quelles sont les pistes? Les sources en évoquent plusieurs. La sobriété, consommer moins,
Les énergies renouvelables, l'éco-conception des produits, l'économie circulaire, réutiliser, réparer, recycler. Mais bon, le chemin est encore long. Et au-delà de la technique, de l'environnement, il y a aussi des questions plus profondes, non? Oui, des enjeux presque philosophiques. Comment tout ça change notre rapport au temps, à l'espace, à la connaissance, aux autres? Quelle est la responsabilité des algorithmes qui prennent de plus en plus de décisions à notre place? Comment on assure un accès juste à ces outils pour ne pas créer une fracture numérique encore plus grande? Comment on protège notre vie privée face à la surveillance possible? Notre libre arbitre face aux manipulations en ligne? C'est quoi notre identité à l'ère numérique? Ce sont des questions vraiment fondamentales. Alors, vers quoi on se tourne? Quelles sont les perspectives d'avenir qui se dessinent? Il y a plein de pistes explorées, continuer la quête d'énergie durable, solaire avancé, peut-être la fusion nucléaire un jour, stockage massif, hydrogène vert, explorer le potentiel dingue des technologies quantiques pour le calcul, la communication sécurisée, les capteurs ultra précis, peut-être voir émerger des réseaux plus décentralisés, type blockchain ou peer-to-peer, pour plus de résilience et moins de contrôle centralisé. Mais tout ça, ça ne peut pas se faire sans règles, sans garde-fous. C'est indispensable. Développer l'éthique et la gouvernance, c'est crucial. Il faut des règles claires pour l'IA, pour gérer les données personnelles, pour garantir la neutralité du net. Et ça demande une coopération internationale, parce que ces technologies se fichent des frontières. Et puis, bien sûr, l'éducation et l'inclusion sont hyper importantes. Former les gens à comprendre ces enjeux, à utiliser ces outils de manière critique, et faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. Quel voyage quand même! De l'étincelle observée avec crainte par nos ancêtres, on en est à jongler avec des concepts comme les réseaux neuronaux, le cloud, le quantique. L'électricité, les télécoms et l'informatique, ce sont vraiment les trois fils conducteurs d'une transformation radicale et permanente de notre monde. C'est une histoire d'interconnexion constante. Chaque découverte n'a pas seulement résolu un problème, elle a surtout ouvert un champ de possibilités énorme, créant une accélération exponentielle de l'innovation. C'est assez vertigineux. Ce qui nous laisse avec une dernière interrogation, peut-être la plus importante au fond. Alors qu'on dépend de plus en plus de ces réseaux, de ces énergies invisibles, Comment on fait pour s'assurer que cette complexité croissante, cette interconnexion toujours plus forte, soit vraiment au service du progrès humain et de la préservation de notre planète? Est-ce qu'on est juste condamné à subir cette accélération folle, ou est-ce que toute cette histoire nous apprend aussi qu'on a la capacité et la responsabilité de choisir la direction que prendra l'avenir?